Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin à l'invitation de Canon. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici dans ce magnifique lieu au centre de Paris, le Kong. François Worms, merci de nous recevoir avec Agnès Béard et toutes vos équipes ici réunies pour aborder une nouvelle étape, sans doute un pas, peut-être un grand pas, peut-être un pas de géant, nous le verrons. Un pas de géant pour votre entreprise Canon Medical qui développe donc ses activités en santé et cette raison, il fallait et nous souhaitions réunir des amis et des gens intéressés par toutes ces questions de développement du système de santé et de l'imagerie. Nous étions heureux de les inviter pour que nous comprenions quels sont vos engagements, votre ambition, comprendre et répondre au mieux aux attentes en réalité de celles et ceux qui vous regardent, c'est-à-dire évidemment les patients, mais aussi les professionnels de santé, les institutions, comme doit le faire une grande entreprise comme la vôtre, une grande entreprise insérée dans le tissu social, dans le tissu économique et évidemment dans le tissu médical et scientifique, mais aussi une entreprise forte et fière d'une histoire technologique et industrielle, vous nous le direz, une histoire qui est, je crois, on pourrait le dire, hors du commun. Voilà ce que nous allons évoquer ce matin avec des experts et des invités que je vous présenterai. Mais François Worms, vous êtes le directeur général de Canon Medical System en France. Merci de nous accueillir ce matin. Merci Pascal. Merci à vous tous donc d'avoir répondu à notre invitation pour ce petit déjeuner conférence intitulé « Quand l'imagerie vient aux patients ». Je crois que l'introduction a été parfaitement faite par Pascal et aussi je suis ravi de vous accueillir dans ce lieu je crois qui, effectivement, plaît à tout le monde, est original. Et on avait effectivement parlé du temps. On l'a, c'était un petit peu prévu quand même en général au mois de juin. On a toutes les chances avec nous, mais bon, c'est vrai que c'est une très belle journée. Alors, Canon Medical, c'est la division médicale du groupe Toshiba que le groupe Canon a absorbé en 2016. J'en dirai pas plus, j'en parlerai un peu plus lors de ma présentation. Et puis, je pense qu'on peut démarrer, Pascal. Merci François Worms. Nous avons donc je vous l'ai dit, trois experts invités, trois acteurs engagés dans la médecine et la santé, des acteurs et des observateurs des grandes évolutions de la médecine et de la santé. Nous avons, comme vous le dites François Worms, intitulé notre conférence de ce matin « Quand l'imagerie vient aux patients ». Quand l'imagerie vient aux patients, cela signifie en réalité que nous nous intéressons évidemment à la manière dont les patients, les citoyens regardent l'évolution de notre santé. Notre médecine, la médecine moderne, la médecine de nos pays développés, la médecine est soumise à de grandes mutations, notamment, mais pas seulement, notamment liées au digital. Odile Peixoto, vous êtes la directrice de BVA Santé. C'est un grand institut de sondage, une grande maison que nous connaissons bien. Et vous observez ces grandes évolutions sociologiques, ces mutations. On dit, paraît-il, ces disruptions dans ce milieu, dans votre milieu, dans notre milieu. On parle de disruption. En tout cas, vous les suivez en observatrice attentive que vous êtes. Et vous vous penchez sur l'influence en réalité des technologies, du digital sur les patients, la manière dont celles et ceux qui sont soignés, qui connaissent le système de santé, comment celles et ceux de nos sociétés modernes et connectées, quelle est leur incidence à la fois de ce digital, de ces révolutions, de ce numérique, de ces technologies, de ces sciences nouvelles et qui avancent sur les soins. Voilà. Pendant quelques minutes, nous allons vous écouter et ensuite nous écouterons le professeur Gongy, que je vous représenterai, Dominique Meigne, François Worms, mais surtout, mesdames et messieurs, nous aurons un vrai débat simple entre nous dans toute interactivité. Bonjour à tous. Est-ce que je peux passer mes Bien slides? sûr. Donc, je peux me lever? Bien entendu. Voilà. Ce matin, alors, si jamais vous ne voyez pas les slides, parce que je vois qu'elles sont quand même toutes petites pour ceux qui sont au fond, je vais essayer de vous m'écouter, je vais essayer de suivre, de vous faire passer les chiffres clés. Je ne sais pas, oui, c'est vous qui allez me... Oui, c'est Nicolas Berlet. Alors, donc, allez-y. Donc, nous avons mené ce travail parce que, effectivement, vous le savez mieux que quiconque, la santé est à un grand tournant
Et les choses évoluent extrêmement vite, à la fois pour les patients, pour les professionnels de santé et pour tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Et effectivement, moi, j'étais amenée à aller à plein de colloques sur la santé connectée, etc. Et on était prise dans une infobésité sur ces sujets, une avalanche de données. Et on a eu besoin, nous, à BVA, pour accompagner nos clients, de nous doter d'une grille de lecture sociologique, de savoir comment ces évolutions allaient être acceptées, comprises par l'opinion, par le grand public, par les patients et par les professionnels de santé. Il faut alors un petit peu de prospective. Pour se placer dans la prospective, il faut regarder un petit peu en arrière. On sort des 30 glorieuses, les 4 piliers de la modernité, la démocratie, le marché, l'individualisme, les technosciences, étaient triomphantes il y a 30 ou 40 ans. Les 3 piliers, démocratie, individualisme, technosciences, se sont un petit peu effrités, c'est-à-dire que ça reste encore des choses très porteuses, mais néanmoins, il y a quand même des doutes et des risques. Et le seul pilier finalement qui reste très très fort, c'est le marché. Donc on est effectivement toujours en fin de cette période, on est maintenant dans l'hypermodernité, donc on est au bout du cycle quelque part, avec le marché qui est toujours très très puissant, mais finalement, démocratie se délite avec les risques du terrorisme, les technosciences, il y a quand même des questionnements sur le progrès, et donc tout ça se dilue en 2 grands courants qui sont l'hyper-individualisme. On est dans une société où chacun essaie de se protéger dans son cocon, le développement personnel, etc., de créer un monde à soi, et puis également l'hyper-consommation, puisque finalement, consommer, c'est être. Les gens, en consommant, donc tout acte de consommation devient signifiant de ce que l'on est, de ce qui n'est pas rien. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et ces 2 grands courants, finalement, pourquoi ? Pour la grande quête du XXIe siècle, qui est la quête du bonheur. Tout le monde aspire à mieux vivre. Alors, certains GAFAM nous disent que finalement le bonheur c'est une succession de réactions biochimiques et électriques, et s'il suffit de donner aux gens une succession d'impulsions de ce genre et on sera tous très heureux. Bon, déjà ça ouvre un grand débat philosophique, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas dans cette quête du bonheur émergent 2 marchés phares, des marchés qui vont se développer et qui sont vraiment, on va dire, les 2 grands marchés des années qui viennent, les marchés de la santé, je vais vous expliquer pourquoi, et les marchés du divertissement. Slide suivante. On a en fait, dans cette quête du bonheur, chacun aspire, mais on le sait très bien, il y a beaucoup, beaucoup d'inégalités sur cette planète, et même dans notre monde développé, et on a vis-à-vis de la santé en tension 2 polarités. D'une part, des gens qui sont dans le trop, voilà, l'archétype de ça, ce sont les fameux patrons des GAFAM qui veulent l'immortalité, ils ont tout. Donc maintenant, ce qui est la quête dans laquelle ils investissent, c'est la quête de l'immortalité avec le transhumanisme, etc. Donc là, on a un corps surinvesti, la quête de la jeunesse éternelle, et on est prêt à faire beaucoup, beaucoup d'investissements pour ne pas vieillir, pour garder sa santé, etc. Ça, c'est une partie de la population. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, hein, puisqu'il y a un gradient, évidemment, il n'y a pas une séparation brutale, il y a effectivement tout un tas de personnes qui sont plutôt dans l'opposé, c'est-à-dire dans le vide, dans le rien, qui manquent de soins, qui manquent de relations sociales, et c'est toutes les qui manquent de biens matériels, tout simplement. Et c'est tout le problème du corps maltraité, avec les maladies du métabolisme, avec les maladies SNC, etc. Donc on est en tension entre ces 2 mondes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que au XXe siècle, la santé s'était passée de l'état de malade où on vous remettait sur pied, voilà. Et votre corps était fini, avec ses possibilités finies. Donc, le rôle du système de santé était celui-là. Là, on est en train d'arriver dans un autre univers où, finalement, l'état de bonne santé n'est pas un état fini. L'homme va pouvoir doper ses capacités cognitives, physiologiques. On va pouvoir arriver au post-humain. C'est ce que Yuval Noah Harari décrit dans son livre Homo Deus. On est effectivement en train de passer d'un corps fini à une infinité de possibilités d'évolution de son être. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une aspiration à changer, beaucoup de désirs et donc des marchés qui s'ouvrent, énormes.
Alors avec beaucoup d'inégalités à la clé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enjeux éthiques sur ces sujets-là. Donc on voit bien qu'on est dans des continuums, vous voyez, entre le patient malade, et ça embarque aussi toute la notion de bien-être, etc., dans cette bonne santé, jusqu'au post-humain qui va être dopé, qui va être un autre. On ne sait pas trop demain comment on va évoluer, mais en tout cas, on va avoir des puces, on va avoir des tas de... il va y avoir un continuum entre l'organique et le numérique et une hybridation homme-machine. On y est déjà un petit peu, mais on va y aller de plus en plus. Et puis également, un troisième continuum qui n'est pas sans incidence non plus, c'est passer du réel au virtuel. Vous avez vu que les jeux vidéo sont maintenant déclarés, l'addiction aux jeux vidéo est déclarée depuis quelques jours une maladie. Il va y avoir, avec la réalité augmentée, des tas de gens qui vont avoir une tentation très grande de rester dans ce monde virtuel où c'est les héros, où ils peuvent maîtriser les choses dans un monde, vis-à-vis d'un monde réel où finalement tout leur échappe et où on n'arrive plus à rien maîtriser. Donc ces trois continuums sont très importants. Est-ce que les Français et les médecins, puisque notre enquête s'intéresse à la fois à l'opinion du grand public, mais aussi à l'opinion des médecins, parce que c'était important de voir s'il y avait des décalages ou si le corps médical était tout à fait en accord avec l'opinion, on voit quand même que, même si les technosciences sont challengées, on voit que, voyez-vous, 72% des gens pensent que les progrès technologiques vont nous apporter beaucoup plus d'opportunités que de dangers, et c'est même 90% chez les médecins. Donc on voit qu'il y a encore un credo très fort dans les technosciences, il y a quand même une aspiration à ce que ces technosciences peuvent nous amener de positif. Alors là, c'est des données de suivi est-ce que les Français suivent leurs données de santé sur leur smartphone ou sur un autre dispositif, un bracelet ou autre? On est à 27% de la population qui suit ces données de santé. Et ce qui est très important, c'est qu'en un an, ça a pris 5 points. C'est très rare. C'est la première fois que je fais un baromètre sociologique où finalement on traque des comportements et des choses qui sont quand même qui changent rarement. En un an, avoir une évolution pareille, c'est quand même assez spectaculaire. Et on voit, vous voyez, que les médecins sont 22%, donc un petit peu moins que la population, à suivre leurs données de santé. Alors là, c'est leurs données de santé au sens large. Ça peut être aussi bien le nombre de pas, il y a les données fitness, aussi bien que les paramètres biologiques. Autre évolution remarquable, le téléchargement d'applis santé. Vous voyez, on est maintenant à 22% des Français qui ont téléchargé une appli santé, et là, on est à plus 7% par rapport à 2017. Donc là aussi, une évolution remarquable. Et alors, on sait qu'il y a des milliers et des milliers d'applications de santé, mais on voit que, vous voyez, 43% des médecins conseillent à leurs patients des applis santé. C'est-à-dire que là, l'appli santé est devenue, pour certains médecins, un outil pour aider les patients. Alors ça peut effectivement, ça fait beaucoup écho au suivi des malades chroniques. On sait bien que c'est compliqué de suivre les malades chroniques. Et contrairement à ce que l'on entend partout, le petit bracelet qu'on a à Noël et qu'on met dans un coin du tiroir et qu'on n'utilise plus après, vous voyez, à la fois les Français comme les médecins jugent que ces applis santé leur sont vraiment utiles. Vous voyez, on est à 78% pour les Français et à 70% pour les médecins. Donc il y a une réelle utilité. On va aller vers un écrémage et vers on va rendre ces applis beaucoup plus performantes, beaucoup plus proches de données médicales vérifiées, etc. Il va y avoir forcément des changements, mais c'est une donnée lourde pour demain de suivre sa santé au quotidien grâce à ces applications. Et vous voyez, on est là aujourd'hui, il y a 54% des Français qui disent « Moi, ça m'intéresse beaucoup de suivre ma santé moi-même au quotidien grâce à ces applis, grâce à cette intelligence artificielle, grâce à ces algorithmes. » Et il y a 64% des médecins qui disent « Oui, c'est très bien que les Français monitorent. » Donc finalement, ces outils de surveillance préventive sont très demandés tant par les Français, par une majorité, mais encore plus par les médecins, parce que ça peut devenir des relais, des aides très intéressantes. Derrière tous ces outils, applis santé, etc., il y a des algorithmes, il y a de l'intelligence artificielle. Et on a décrypté comment l'intelligence artificielle va influer sur nos 4 cadrans de lecture de la société qui sont le temps, la connaissance, l'identité et le désir.
Je vous ai pris l'exemple du temps qui est très structurant, parce qu'on n'aura pas le temps de voir les 4 autres cadrans. Mais sur l'axe du temps, vous le savez, on est happé aujourd'hui par l'hypervitesse. On est dans un monde qui va de plus en plus vite et l'homme essaie, comme il peut au quotidien, à rattraper le temps de la machine. Et on voit que dans la médecine, effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va permettre, et vous êtes les premiers à le savoir, vous allez complètement renverser le marché de la radiologie, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle permet d'analyser des milliers et des milliers d'images à une vitesse folle, bien plus importante que n'importe quel radiologue très aguerri, vous le savez très bien. Donc on va avoir une révolution sur votre métier particulièrement, qui est un des plus impactés finalement à court terme par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc on sait qu'avec cette intelligence artificielle, on va diagnostiquer plus vite, on va diagnostiquer mieux. Donc tout ça va permettre un gain de temps, va dégager du temps, normalement pour les soignants, pour s'occuper un peu mieux de leurs patients, pour faire peut-être un peu plus de recherche, en tout cas pour dégager du temps pour faire autre chose que finalement lire des analyses ou lire des clichés. Parallèlement à ce mouvement de l'hypervitesse, effectivement, cette intelligence artificielle, elle va en soutien et elle permet d'aller très vite, mais aussi on a, et c'est en tension avec cette recherche d'hypervitesse, une aspiration à ralentir. On voit bien la demande du personnel soignant aujourd'hui dans les établissements, c'est de ralentir, de pouvoir prendre du temps humain avec le patient et pas d'être cantonné à des 10 minutes pour faire une toilette ou à des choses comme ça. On a une aspiration très forte à retrouver du temps humain. Alors cette intelligence artificielle peut aider un petit peu à ressourcer le personnel soignant. Il y a aussi d'autres approches thérapeutiques qui sont un peu sur cet axe du temps lent, la méditation, l'hypnose, etc., qui sont des nouvelles et qui sont d'ailleurs pratiquées par des services de pointe, en cancérologie notamment. Mais on peut se poser, vous voyez, pour chacun de nos cadrans, et là sur le temps, on a des vrais dilemmes et on a des vraies questions éthiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle en santé, est-ce qu'on va déléguer le soin à la machine? Et ça peut avoir plein de répercussions très néfastes, parce que s'il n'y a plus d'humains pour s'occuper du soin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va quand même avoir certaines déconvenues. Ou au contraire, est-ce que cette intelligence artificielle va permettre de rendre du temps humain aux soignants? Et là, ce serait la bonne chose. Vous voyez, il y a un peu une dualité aujourd'hui. On voit bien qu'on est un carrefour et on peut prendre une voie ou l'autre. Et peut-être qu'il faut bien se poser les bonnes questions pour faire les bons choix. Là, on a posé des questions sur... vous voyez, il y a 41% des Français qui disent « Les programmes d'IA ne remplaceront pas les médecins car ils présentent des biais et un contrôle humain sera toujours nécessaire. » Et les médecins sont 49% à dire ça. Donc, vous voyez, il y a quand même l'idée qu'il faut des humains qui contrôlent un petit peu toutes ces machines. Notamment, alors là où il y a un décrochage complet entre l'opinion et les médecins, et c'est là où il y a un hiatus c'est le hiatus qu'il y a en ce moment dans notre enquête, en tout cas entre les médecins et le grand public. Il y avait un item qui disait dans le soin, il y a une dimension humaine qu'aucune intelligence artificielle, aussi performante soit-elle, ne pourra égaler. Aujourd'hui, le grand public dit à 57% que c'est vrai, et les médecins à 93%. Donc là, il y a un décrochage, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'opinion, et là, vous pouvez montrer le slide suivant. Vous voyez, il y a 30% des Français qui jugent qu'effectivement, ils peuvent se passer de médecins. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, d'ailleurs déjà, quand ils vont à l'hôpital, de passer dans des scanners, dans des IRM, de voir personne, que personne ne prend le temps de leur parler. Donc, ils ont déjà l'impression qu'ils sont pris en main par les machines. Donc, ce n'est pas très choquant pour eux d'être dans la continuité, et que le progrès avançant, de plus en plus, les machines seront performantes et pourront remplacer, pourquoi pas du pré-diagnostic à domicile et pourquoi pas un scanner qui vous sort avec tout ce qu'il vous faut, qui vous a analysé de A jusqu'à Z et qui vous sort. Il y a 30% des Français. Alors quand on regarde l'opinion des médecins, vous voyez, il y a un décalage énorme. Ils sont que 4% à se dire, non, bon, c'est un peu normal parce que là, les médecins sont actuellement très challengés dans les fondamentaux de leur métier. À la fois, ils revendiquent cette posture de soignant, et ils ont raison de le faire. Et le soin, ça passe par l'humain, parce qu'on le sait tous, tous les gens qui ont accompagné des malades le savent. Néanmoins, aujourd'hui, par des contraintes hospitalières, T2A, manque de personnel, etc., le temps manque aux soignants.
Donc, vous voyez, on est un peu à un carrefour. Il va falloir effectivement bien penser les choses pour que cette intelligence artificielle, et vous, vous êtes des acteurs finalement de ce temps gagné aux soignants, quelque part, aille bien aux patients. Autre petit warning sur cette enquête, on voit, voyez, l'intelligence artificielle pourrait avoir, sera utilisée par les mutuelles, les assureurs, et dans certains pays, ça l'est déjà, pour évaluer le risque individuel santé. Et voyez, on demandait aux gens, est-ce que finalement, ça vous choquerait si un fumeur payait plus cher qu'un non-fumeur ses cotisations sociales? Eh bien, vous voyez, il y a 49% des Français qui disent, ben non, c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez, on est un petit peu en questionnement sur le système mutualiste. Et quand vous voyez tout ce que je vous ai dit avant, qu'effectivement, on va vers une extension des marchés de la santé avec forcément des techniques très chères qui ne seront pas remboursées par le système mutualiste, donc un système de plus en plus inégalitaire, on peut se poser des questions et il faut faire très attention quand même à ne pas laisser sur le bord de la route. Et bon, il ne faudrait pas qu'il y ait, même si la santé, à la fois, si vous voulez, on est un carrefour, à la fois se dire que les désirs de santé sont en expansion et qu'il y a des marchés à la clé, c'est formidable parce que finalement, cette santé, c'est presque un nouvel ascenseur social, c'est quelque chose de bien pour l'avenir de l'humanité, mais attention aux inégalités que cela peut engendrer, comment socialement c'est tolérable. Voilà, il y a vraiment des questionnements et on voit qu'on va on va vers ce modèle-là avec une accélération des choses. En conclusion, 3 points importants. La santé, c'est un continuum et effectivement, on va vers des marchés avec beaucoup de possibilités, mais aussi beaucoup de risques éthiques. Tout acte du quotidien devient signifiant de la santé. Et ça, c'est très important aussi. Vous voyez, les gens pensent santé quand ils achètent leurs aliments, quand ils choisissent des loisirs, etc., beaucoup plus qu'avant. Donc, il y a vraiment cette idée que la santé devient partie prenante de notre quotidien, même si c'est très paradoxal, on a effectivement des tas de dérives possibles aussi de ne pas respecter les règles de bonne santé et de prévention, mais on va aller vers plus de prévention, c'est indiscutable. Dernier point, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut réfléchir, on a effectivement la tentation de se dire qu'on va déléguer le soin à la machine avec finalement une recherche de sécurité. On sait que la machine va sans doute faire les choses de manière peut-être plus sécurisée, avec beaucoup plus de data derrière, avec beaucoup plus... Donc c'est une recherche de sécurité. Les gens aspirent à rechercher un cadre sécurisant. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils donnent leur... Il n'y a pas tellement de risques. Aujourd'hui, les gens n'ont pas tellement peur de donner leurs données de santé à condition qu'ils reçoivent un service. Alors là aussi, il y a vraiment une grosse responsabilité des acteurs sur l'usage qu'ils vont faire de ces données, parce qu'aujourd'hui, les gens... S'il y a un service en retour intéressant, les gens vont assez bien volontiers confier leurs données de santé. Donc, il y a quand même une aspiration forte de la population à plus de sécurité, en confiant ces données à des gens qui vont leur renvoyer un service en santé. Mais attention, effectivement, parce qu'on peut aussi se dire que toutes ces nouvelles technologies devraient nous donner plus de temps, c'est-à-dire ne pas s'enfermer et être plutôt dans une santé que l'on va choisir, plutôt qu'une santé que l'on va déléguer, une santé que l'on va s'approprier. Donc c'est toute la notion de santé ressentie. Donc vous voyez, ça fait écho aussi au bien-être. Il y a cette articulation, soit je regarde mes données sur mon smartphone qui me dit tout va bien, je peux partir travailler, soit je sens en moi-même que je vais bien. Et cette santé ressentie, elle est pour l'instant pas tellement développée. Je pense que ça va être l'avenir, ça, d'avoir des prises de conscience émotionnelles de la bonne santé, parce qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes tous des chasseurs-cueilleurs. Notre génome, on a le génome du chasseur-cueilleur, donc on regarde l'instant d'après, parce que l'instant d'après, on peut se faire manger par le loup. On n'a pas changé de génome depuis la nuit des temps, on est toujours là-dedans. Or, la prévention santé vous dit attention, faites attention à ce que vous faites tout de suite, parce que peut-être dans 40 ans, vous allez avoir un problème. Génétiquement, on n'est pas équipé pour ça. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, il faut proposer aux gens du bien-être tout de suite avec la santé, des choses dans lesquelles ils vont s'impliquer tout de suite
pour que ça puisse fonctionner, ça puisse vraiment se traduire dans des comportements. En tout cas, entre liberté et sécurité, il y a un compromis à trouver. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un risque pour que les gens aillent vers plus de recherche de sécurité en santé, quitte à perdre un peu leur liberté de s'approprier, de choisir un mode de vie et une santé qu'ils auront vraiment intégré et qu'ils auront vraiment choisi. Voilà, je vous remercie. Bravo, Odile Peixoto, on vous applaudit. Merci. Merci pour cette intervention liminaire. Vous aviez compris, on vous l'avait dit, que nous étions ambitieux. Et ce matin, ici, au Cong, Odile Peixoto nous place effectivement dans un niveau de réflexion sur notre système de santé. Peut-être nous allons avoir le temps de dialoguer ensemble, mais peut-être une question technique, j'allais dire. Est-ce que vous avez l'impression, Odile Peixoto, que nous sommes vraiment dans un mouvement nouveau, c'est-à-dire qu'en réalité, on perçoit bien au travers de vos études, parce que vous ouvrez après des champs que nous allons discuter. Nous ne sommes pas nécessairement d'accord avec vous. Pour autant, c'est bien d'ouvrir ces débats, et en tout cas de comprendre ces grandes évolutions. Mais avez-vous vraiment l'impression, enfin, quand on vous écoute, on comprend que l'observatrice que vous êtes détecte en réalité de grandes mutations structurantes. Est-ce que l'on en est bien sûr de cela? Alors oui, parce que finalement aujourd'hui... Comment on sait que l'on vit l'histoire? C'est ça la question philosophique. Il y a des choses qui vont être proposées aux gens à un moment où ils en ont envie. Donc voilà, c'est tout. Ça a toujours été comme ça. Vous proposez... Et tout le monde a cherché, tout le monde a voulu le bonheur. Le corps humain, c'est la dernière aventure sur Terre. Après, c'est Mars et c'est Elon Musk. Donc le corps humain est la dernière aventure que l'on a à vivre sur cette Terre. Donc oui, il y a des possibilités, on le voit bien aujourd'hui quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans la génomique. Il y a tout un carrefour de technologies, il y a tout un tas de recherches aujourd'hui qui vous disent finalement que l'organique n'est que du numérique et qu'il suffit. Voilà, on peut reconstituer de l'organique avec du numérique. Il y a des expérimentations. Alors pour l'instant, ça se passe au niveau cellulaire et on est loin. Mais enfin, ça donne un peu le vertige. Et on voit bien qu'on est très très près d'arriver à des choses qui peuvent complètement révolutionner la nature profonde de l'homme. C'est-à-dire que quand je vous disais qu'on était chasseurs-cueilleurs, on a 99% de notre génome qui est identique à celui du chimpanzé, et ça fait des millénaires que ça dure, ça va changer. Et ça va changer beaucoup plus vite qu'on ne croit. Et les répercussions de cela, voilà, c'est pour ça qu'il faut muscler nos médecins de philo, d'éthique, de réflexion sur l'humanité, de ce qui fait la singularité de l'humanité.